Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, Philippe Dominati, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes sénateur de Paris, rattaché au groupe LR, vice-président de la commission des finances. On va revenir sur différents sujets et notamment sur ces municipales qui monopolisent le débat politique, à tort ou à raison. Vous me direz ce que vous en pensez dans un instant. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Jérôme Rabier, bienvenue. Jérôme, on va aussi parler des municipales avec vous, mais plutôt côté coulisses. Oui, on va parler de mathématiques et combinaisons politiques. Voilà, quel programme. Fanny Conqui fait aussi partie du club ce soir. Bienvenue Fanny. La mondialisation en question au Sénat aujourd'hui. Oui, après la crise du coronavirus, est-ce que le monde de demain va précipiter la fin de la mondialisation? On va voir ça. Grande question là aussi. Marie Brémaud, notre spécialiste Europe. Bienvenue Marie, on va parler compatibilité ou non entre état d'urgence sanitaire et état de droit dans l'Union. Oui, Rebecca, vous allez le voir que tous les états d'urgence ne se valent pas, notamment sur le terrain démocratique. A tout à l'heure, dans une demi-heure, notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Élie Cohen et Christian Saint-Etienne. Nous reviendrons notamment sur ce plan d'économie annoncé par Renault qui fait polémique. Selon le Canard enchaîné, le constructeur envisagerait de fermer des usines alors qu'il vient juste d'obtenir un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros. Impensable, inacceptable, disent les syndicats et la gauche. Le gouvernement sera intransigeant sur la préservation des sites en France. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe tout à l'heure au Sénat. Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Mais d'abord, ce second tour des municipales qui reste décidément un sujet épineux pour l'exécutif. Le Premier ministre consulte encore ce soir les dirigeants de parti. Il espère toujours obtenir un consensus sur l'organisation de ce scrutin fin juin. Mais l'impossibilité de faire campagne et le risque sanitaire posent encore pas mal de questions. On en parlera dans un instant. D'abord, un point complet avec Samia Dechir. Officiellement, la décision n'est pas encore prise, mais en coulisses, la date du 28 juin semble se préciser pour organiser le second tour des élections municipales. Hier, le chef de l'État a consulté les représentants des maires, tous pressés de clore le chapitre de ce scrutin. Les 21 maires qui étaient là, représentant toute strate, toute tendance politique, etc., ont exprimé tous la volonté que ça se passe en juin. Donc je constate, c'est un constat que je fais et bien sûr le président de la République et le Premier ministre prendront leurs décisions après avoir écouté l'ensemble des forces politiques. Dans un rapport rendu hier, le Conseil scientifique ne s'est pas opposé à la tenue d'élections en juin, mais il recommande une nouvelle évaluation 15 jours avant le scrutin et préconise une campagne numérique sans réunion publique. Dans ces conditions, plusieurs membres de la majorité préféreraient repousser l'élection à mars 2021. Je vois mal une élection se dérouler sans porte-à-porte, sans meeting, sans tractage. Elle serait de toute façon, j'allais dire, non pas faussée, mais entachée, c'est-à-dire d'inégalité entre les candidats. Pour éviter les critiques qui ont suivi le maintien du premier tour le 15 mars, l'exécutif aimerait organiser un vote du Parlement. Mais au Sénat, la majorité de droite et du centre estime que la décision revient au gouvernement. Je ne prendrai pas part à un vote qui, pour moi, est un vote qui ne relève pas de la compétence du Parlement. Le 23 mars, le Parlement a voté les conditions dans lesquelles le second tour pouvait être reporté à fin juin ou à plus tard. Ce soir, Édouard Philippe consulte les responsables de partis politiques. Le gouvernement a jusqu'au 27 mai pour choisir entre un report en juin ou à une date ultérieure. Allons plus loin donc avec vous, Philippe Dominati. Quel casse-tête ce second tour des municipales? Quelle est votre position à vous? Ma position est très simple. Il faut interroger les citoyens. Et les citoyens, c'est effectivement leur préoccupation, c'est la santé, la reprise de l'activité économique. Personne parmi nos électeurs ne s'intéresse aux élections municipales. Une faute a été commise par le gouvernement au premier tour. Tout le monde peut faire des fautes et avoir une erreur. La faute, c'était de l'organiser, vous voulez dire? De l'avoir organisé et d'avoir obtenu une participation faible de nos concitoyens, c'est-à-dire 45% sur l'ensemble des communes de France. Or, c'est l'élection la plus sympathique, la plus immédiate de proximité entre l'électeur et l'élu.
Et après, on se plaint que la classe politique n'est pas représentée ou suffisamment représentée. C'est un corps intermédiaire qui est contesté, parfois par les gilets jaunes et d'autres. Et là, on voudrait faire des élections municipales avec le risque d'avoir des élus dans des municipalités avec même pas un tiers des électeurs qui s'expriment. Mal élus. Très mal élus. Alors les maires qui sont emblématiques ne risquent rien. Ils sont sûrs d'eux, ils sont approuvés par leurs électeurs ou les habitants des villes qu'ils défendent, dont ils améliorent la qualité de vie, ils ne risquent rien. Donc vous êtes plutôt d'accord avec François Patria, avec Richard Ferrand, avec finalement une bonne partie de la D'abord, dire le Sénat n'a pas à se prononcer. Le Sénat, c'est l'institution des collectivités territoriales. Et pour défendre les collectivités territoriales, il faut défendre leur légitimité. Avoir des maires élus au rabais, pour la France, ce n'est pas acceptable. Pourtant, vous avez vu, on ne ces peut élus pas locaux, ils ont critiquer été dans consultés, l'Union ils sont européenne unanimes, un scrutin en Pologne, par exemple, et dire nous, on va faire des élections municipales, alors que tout le monde s'en moque. Ce n'est pas la date du scrutin qui compte, c'est la campagne, c'est normalement un dialogue. Et la sincérité du scrutin. Bien sûr, c'est un dialogue sur les problèmes de la cité. Donc on recommence tout, on repousse à l'automne et on fait premier tour et deuxième tour. Le premier tour déjà était un tour escamoté. D'ailleurs, la candidate du président de la République à Paris a parlé de mascarade. Bon, c'était dans un certain nombre d'endroits une mascarade. Je connais des maires qui ont marqué leur ville, qui sont mécontents de leur élection au premier tour parce qu'ils disent mais normalement j'aurais fait plus. Beaucoup d'électeurs ont eu peur parce que la veille au soir, le Premier ministre a dit restez chez vous, on ferme tout. Donc on est passé à autre chose que le scrutin et que le débat municipal. Et là, il y a une interruption de 3 mois et on fait comme si rien n'avait s'était passé. C'est totalement anormal. Alors, moi, je veux bien que l'exécutif, parce qu'on a du mal à comprendre dans l'exécutif, c'est le Premier ministre qui porte la charge, mais on dit que c'est le président qui veut le faire. Bon. Il y a eu une erreur au premier tour, mais là, c'est pas une erreur, c'est un scandale concernant un déni démocratique. Parce que si vous ne pouvez pas faire campagne, comme le dit le président de LRM au Sénat, François Patria, on sait très bien que c'est une mascarade. On va continuer de parler de ces municipales, on va voir ce qui se passe sur le terrain. C'est dans notre première chronique, c'est l'heure du club d'Allons plus loin. Jérôme Rabier, on commence donc avec vous ce club. On a vu que ce second tour des municipales pourrait donc se tenir le 28 juin prochain. Du coup, ça discute dans les arrière-boutiques politiques. Ah ça oui Rebecca, car forcément, si le second tour se tient bien fin juin, il faut pour les candidats se remettre au charbon, même si on ne va pas se mentir, les discussions ne se sont jamais vraiment arrêtées. On parle alliance et fusion de listes. D'habitude, ça se fait en 3 jours, dans l'entre-deux tours. Là, il reste un peu plus d'1 mois. Mais le législateur, il avait prévu dans le texte du 23 mars dernier une date pour déposer les listes. Et cette date, c'est le mardi 2 juin. Dans moins de 2 semaines. Alors ça discute beaucoup en ce moment. Pour rappel, vous pouvez vous maintenir si vous avez fait plus de 10% des voix et fusionner des listes entre elles quand elles ont recueilli plus de 5% des suffrages. On va parler de la situation à Paris que Philippe Dominati connaît bien. Anne Hidalgo, elle cherche à conforter sa domination du premier tour et ses traditionnels alliés écologistes devraient la rejoindre. Mais David Béliard, il ne compte pas se laisser manger sans imposer quelques idées de son programme et aussi quelques places éligibles, fort de ses presque 11% des voix. Mais les Verts, ils évoquent toujours une alliance la plus large possible. Et c'est là qu'interviennent les mathématiques dont je vous ai parlé, Rebecca, puisqu'il y a un mathématicien dans cette campagne, en la personne de Cédric Villani. Lui aussi, il défend une alliance la plus large possible. Mais attention, il faut s'accrocher pour suivre la situation. Le député de l'Essonne, il vient de quitter le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous en avez parlé hier. Mais ça ne l'empêche pas de se voir en recours à Paris pour le parti présidentiel. Il l'a évoqué hier au micro de nos confrères de France Inter. Écoutez. Je ne sais pas vous dire, je n'ai pas compris aujourd'hui si elle maintient sa candidature ou pas. Si jamais Agnès Buzyn a une attitude qui compromet la candidature de La République En Marche, si la campagne de La République En Marche se retrouve désemparée face à l'attitude de sa tête de liste, et s'il souhaite venir discuter avec moi de la meilleure façon de transformer Paris, de résoudre ses problèmes, je resterai comme toujours ouvert à la discussion. Ouvert à la discussion pour un possible recours si Agnès Buzyn renonce, ce qui n'est pas le cas actuellement, même si on n'entend plus la candidate. Son choix et celui de son parti seront déterminants pour finalement y voir un peu plus clair dans les alliances à Paris, même si dans de nombreux arrondissements,
cela risque de ressembler à un duel Hidalgo-Dati. Autre duel de femmes, autre ville, direction Marseille, où là aussi ça discute en coulisses. Et oui, Rebecca, puisque Marseille, c'est quasi certain, aura une femme maire pour la première fois lorsque ce second tour sera passé. Pour rappel, Michèle Rubirola, tête de liste du printemps marseillais, qui regroupe des socialistes, des écologistes et des insoumis, est arrivée en tête par surprise lors du premier tour, devant Martine Vassal, la dauphine adoubée par Jean-Claude Gaudin pour les Républicains. Mais à Marseille, vous le savez, rien n'est simple. La preuve, il y a 7 listes qui ont dépassé les 5% nécessaires pour fusionner. Et dans chaque secteur, ça regroupe 2 arrondissements à Marseille, c'est une configuration différente. Alors dans ce puzzle, une pièce vient de se dévoiler puisque Sébastien Barle, la tête de liste Europe Écologie Les Verts, vient de se rallier à Michèle Rubirola, déclarant à la Provence qu'elle ferait une très bonne maire. On reprend les mathématiques, Rebecca. Si on additionne leur score, ils dépassent les 32%, s'offrant une avance qui devrait leur permettre de remporter la ville. Je vous rassure, on arrive à suivre jusqu'ici. Ça veut dire que c'est joué, ce bastion de droite depuis 25 ans va basculer ? Alors, la politique, c'est pas aussi simple que les mathématiques. D'abord, car les électeurs, ils sont pas obligés de suivre les consignes, qu'il y a même des écologistes qui dénoncent ce ralliement de Sébastien Barle sans condition, et qu'il y a encore plusieurs inconnus dans cette équation. Que va faire, par exemple, Samia Ghali? Elle a réalisé un peu plus de 6% des voix sur la ville, mais dans le 8e secteur, son secteur qui regroupe les 15e et 16e arrondissements, elle est en tête avec plus de 25% des voix. La sénatrice répète qu'elle a tendu la main à Michèle Rubirola au soir du premier tour. Depuis, il se dit que c'est silence radio. Il faudra pourtant compter sur elle pour la gauche si elle veut l'emporter. La droite n'est pas en reste avec une autre inconnue dans l'équation, en la personne de Bruno Gilles. Le sénateur est parti en dissidence des Républicains depuis de longs mois et il a réalisé plus de 10%. Donc il pèse dans cet interminable entre-deux tours. Que va-t-il faire? Nul ne le sait. Bref, vous le voyez, Rebecca, si en mathématiques, il suffit parfois d'additionner les chiffres, en politique, c'est toujours un peu plus compliqué. Merci Jérôme, et ça vous le savez bien, Philippe Dominati. Une réaction peut-être sur la situation marseillaise et la situation parisienne, puisque ça vous concerne. D'abord, il y a la situation du parti présidentiel qui, dans les 2 principales villes, Paris et Lyon, s'est déchiré et qui vient de perdre la majorité au Parlement. Si nous devions, et si nous n'étions pas dans une période d'exception avec les préoccupations que nous connaissons, peut-être qu'il faudrait envisager une élection majeure et parler de dissolution de l'Assemblée nationale. Ah, vous l'envisageriez ? Moi, je constate que le parti présidentiel a perdu la majorité, qu'ils font que de se chamailler et qu'il y a une redéfinition. Mais ce n'est pas le moment. Si ce n'est pas le moment sur le plan national, ce n'est pas le moment sur le plan municipal. En réalité, moi, les gens que je rencontre, c'est quand est-ce qu'on va reprendre notre activité professionnelle, quand est-ce qu'on sera en sécurité concernant notre santé, sur les moyens que l'État ou que les communes devaient apporter et qui n'ont pas mis à disposition de nos concitoyens. Ce sont ça les préoccupations. La politique, pour l'instant, on s'en moque. Si je vous comprends bien, vous me dites que peut-être il faudrait une dissolution de l'Assemblée nationale parce que la crise a changé la donne. Mais si on était dans une vraie logique d'une responsabilité, d'interrogation du pays, moi je constate que le parti présidentiel a échoué partout, alors que par exemple à Paris, ou Marseille, je ne connais pas bien la situation, mais à Paris, dans les Yvelines, la plupart des parlementaires font partie de LRM. Et en même temps, ils se divisent. Il y en a qui font d'autres groupes, il y en a qui ne sont pas d'accord. Monsieur Villani, effectivement, pourra jouer dans ce scrutin, mais avec quelle participation? Et Marseille, avec quelle participation? C'est pas sérieux de faire un débat municipal dans des grandes villes comme ça, dans ces circonstances. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. C'est un dédain vis-à-vis de la démocratie locale et ce n'est pas normal. Alors, on peut faire toutes les combinaisons que l'on veut, mais après, ça dure 6 ans. Il y a une bonne ou une mauvaise gestion d'une cité, elle est propre ou elle est sale, et elle est encombrée, il y a la circulation, il y a les impôts locaux, ce n'est pas normal. Et d'un mot plus généralement, le fait de revoir ces petites alliances, ces petits jeux d'alliances très politiques, politiciennes, en ce moment, après cette crise, c'est pas très monde d'après. Vous on ne peut pas d'un côté chose demander l'union nationale et dire il y a une priorité sur l'union nationale, et en même temps donner le sentiment... Il y a la sphère politique et il y a le peuple. Non, c'est pas ça. Parce qu'autrement, il y aura des problèmes sociaux. Parce qu'autrement, il y aura d'autres expressions de l'insatisfaction de nos concitoyens qui ont des vraies préoccupations. On a le sentiment qu'il y a un milieu qui est la sphère politique et on sait très bien qui...
profitera ce mécontentement, c'est-à-dire ceux qui sont les partis extrêmes, les partis en dehors de la sphère politique, qui vont récolter ce mécontentement. Alors un jour c'est les gilets jaunes, l'autre jour c'est les bérets mauves ou je ne sais pas de quelle couleur, et demain je ne sais pas ce que ça sera. Donc moi je suis pour que les élus soient élus avec une vraie légitimité. Le monde de demain, on va encore en parler avec Fanny Conqui. On va continuer avec vous. Ce club, Fanny, vous avez suivi une table ronde au Sénat ce matin et la question était, écoutez bien, commerce international, libre-échange, mondialisation, quels enseignements tirer de la crise? Vaste question. Oui, Rebecca, cette crise du Covid-19 évidemment accentue la nécessité de réfléchir à la mondialisation et aux échanges internationaux dans le monde d'après. Alors ce matin, le Sénat poursuivait donc ses travaux sur le sujet. Plusieurs experts étaient entendus par la Commission des affaires économiques, Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et ancien sénateur, et Jean-Pascal Trécoire, PDG de Schneider Electric. Alors en introduction, la présidente de la Commission, Sophie Primas, a rappelé ce que cette crise avait révélé sur les aspects négatifs de la mondialisation. L'interdépendance, la division internationale du travail en flux tendu et le meilleur exemple, bien sûr, c'est celui des masques et des tests. On s'est rendu compte que l'arrêt des usines chinoises pouvait conduire à une pénurie dramatique en France, avec les conséquences que l'on connaît. Cette dépendance représente donc un risque stratégique. Alors cette crise va-t-elle précipiter la fin de la mondialisation, revaloriser les frontières, conduire à durcir les futurs traités de libre-échange? Eh bien, selon Pascal Lamy, si cette crise va sûrement freiner les échanges internationaux et reconfigurer la mondialisation, eh bien, il faut aussi réfléchir à l'impact de la relocalisation, par exemple, et du coût qu'elle représente. Il faut, encore une fois, regarder tout de près. Ça prend du temps. Construire une usine quelque part, c'est au moins 5 ans. Ça coûte. La multilocalisation s'est produite pour des raisons d'efficience, de réduction des coûts, de modèle capitaliste tel que nous le connaissons. Revenir en arrière dans certains cas aura un coût qu'il faudra répartir entre les actionnaires, les salariés, les consommateurs, les contribuables. Mais cela étant dit, c'est sans doute nécessaire, et en tout cas dans notre cas, organisé au niveau européen. Autre question cruciale abordée lors de cette table ronde, Fanny, le Covid-19 sera-t-il responsable du ralentissement du commerce mondial ? Alors, selon le président du Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi, l'économie mondiale allait de toute façon ralentir pour des raisons démographiques. Il y a eu cet accident terrifiant du Covid, selon les mots de Jean-Hervé Lorenzi, mais le mouvement était déjà largement entamé. On assistait déjà à un ralentissement de la croissance du commerce mondial. Et selon lui, cette tendance va se poursuivre puisqu'il y aura des évolutions de notre manière de consommer. Je crois que la nature même des évolutions de la consommation, notamment des pays développés, se tournera plutôt vers des biens durables et peut-être des biens verdis, enfin tout ce que Pascal, dans ses travaux, a évoqué, une consommation peut-être, plus, on emploie des termes qui sont peut-être un peu excessifs, mais plus durables, plus attentifs à l'environnement. Et enfin, dernier thème, celui de la souveraineté. Oui, évidemment, ces questions de mondialisation, de libre-échange, d'interdépendance posent la question de notre souveraineté. Quel doit être le périmètre de cette souveraineté? Il faut des débats, c'est ce qu'a souligné Jean-Pierre Raffarin. J'ai vu les Français découvrir que la Chine était une puissance économique quand ils n'ont plus de paracétamol, en tout cas pas de paracétamol français. Donc on voit bien que sur les médicaments, on a un certain nombre de priorités. Et je vois bien le discours qui est en train d'être dit comme quoi c'est peut-être trop tard de vouloir relocaliser l'industrie, parce qu'on a beaucoup perdu. Je ne sais pas si c'est trop tard, mais en tout cas, ce n'est pas trop tard pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Pour notre indépendance alimentaire, ce n'est pas trop tard. Alors Philippe Dominati, est-ce que vous pensez qu'il faut relocaliser certaines industries? Est-ce que c'est encore possible et surtout, est-ce que c'est compétitif sur certains produits selon vous? Bien sûr, il faut relocaliser si c'est possible, mais vous avez pris le mot, c'est la compétition, la compétitivité. C'est possible que si en France, on n'a pas des conditions d'accueil tellement difficiles sur le plan du coût
pour les entrepreneurs qu'ils ne vont pas aux portes de la France. La première entité pour moi, c'est l'Europe. Et effectivement, il y a un marché important en Europe et il y a une solidarité à trouver parmi les Européens. Ce qu'il y a de certain, c'est que la mondialisation, c'est le libre-échange, que la plupart des grandes entreprises françaises ne font pas leur croissance sur le territoire national. Airbus, si on ne le vendait qu'à Air France, on aurait quelques difficultés. Vous la craignez, cette petite musique qu'on entend, haro sur la mondialisation, fin Bien de la sûr, parce mondialisation, qu'en réalité, ce n'est que les échanges qui peuvent être faits. Ce qu'il faut, c'est que notre pays retrouve une compétitivité. Pourquoi nous avons perdu notre industrie? Parce que nous n'étions plus compétitifs et que c'était plus simple d'aller ailleurs. Et pourquoi c'était plus simple d'aller ailleurs? C'est le consommateur français. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire. Le consommateur, la plupart du temps, il prend des produits étrangers. Bon, on le sait très bien. Souvent parce que c'est moins cher. Parce que c'est moins cher la plupart du temps, ou peut-être la capacité de répondre au marché dans la fabrication, dans les normes, sur un certain nombre de sujets. Donc il faut effectivement donner une priorité au secteur économique, à notre secteur actif en France, si possible à l'industrie, mais moi je ne comprends pas. On a laissé partir les chantiers, je dirais, à des partenaires européens. Un grand constructeur automobile va passer en réalité sous la coupe d'un grand constructeur italien encore. Donc on voit tout cela. Et pendant ce temps-là, le ministère de l'économie et des finances fait des devises, mais il n'y a pas véritablement de stratégie industrielle pour l'instant présentée par le gouvernement. Tout le monde le réclame, mais pour cela, il faut alléger le fardeau économique. Il y a une étude intéressante que les Échos citent, celle d'Agile Bullière. Un quart des entreprises françaises envisagent de relocaliser une partie de ses achats en France ou en Europe contre 16% en tout début d'année. Donc il y a des bonnes intentions, c'est peut-être en train de... Mais bien sûr, parce qu'on essaie de faire un mix du produit, c'est-à-dire une partie de la production faite sur le territoire national, parce que comme l'a dit Jean-Pierre Raffarin, c'est stratégique. C'est anormal à un moment donné, sur une crise sanitaire, de ne plus avoir cet État protecteur qui doit normalement protéger ses concitoyens. Il était déficient partout. Vous aviez eu plus de règlements ou d'attestations et de contraventions émises que de masques distribués. Voilà comment ça s'est traduit, la crise, pour la plupart de nos concitoyens. Nous n'avions plus de stock sur les masques, nous n'avions plus assez d'appareils sur la réanimation, il a fallu des industriels français pour faire des respirateurs à toute vitesse. La même chose sur les vaccins. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, il faut garder stratégiquement localiser sur le territoire national un certain nombre d'industries. Mais ce n'est possible que si on fait un mix sur le prix. Marie Brémond, on va continuer avec vous. Vous êtes notre spécialiste Europe. La crise sanitaire du coronavirus a engendré des mesures exceptionnelles dans la quasi-totalité des pays, mais certains sont allés plus loin en décrétant l'état d'urgence. Et bien sûr, c'est le cas au sein de l'Union. Oui, c'est exact, Rebecca. D'ailleurs, est-ce que vous avez une idée, Rebecca, Philippe Dominati, du nombre de pays au sein de l'Union européenne qui ont décrété l'état d'urgence pour officiellement lutter contre la pandémie? Moi, j'en ai aucune, Philippe Dominati. Non, Un ordre de grandeur, une dizaine, je compte sur vous. Écoutez, ils sont 14 selon la Commission européenne, 16 selon le Parlement. Il y a une petite divergence d'interprétation entre les deux institutions européennes. Cela veut tout de même dire que l'on peut faire face à une pandémie en Europe et gérer un confinement sans avoir recours à l'état d'urgence, c'est dit. Concernant les pays ayant fait ce choix d'état d'urgence, on peut citer notamment l'Italie, l'Espagne, la France, la Pologne, la Hongrie ou encore l'Estonie. Ces états d'urgence, ils sont bien souvent inscrits et encadrés dans les différentes constitutions des États membres. Ils restreignent les libertés individuelles et les libertés collectives. On peut parler bien évidemment de la liberté de se rassembler, de manifester, de se déplacer librement. On peut aussi parler d'un impact sur la vie démocratique avec le rôle du Parlement qui est bien souvent réduit. En France, notamment, le Sénat, vous, Monsieur Dominati, sans doute aussi, vous avez accusé le gouvernement de ne gouverner que par ordonnance et dénoncer les délais très courts pour l'examen des projets de loi. Je rappelle qu'en France, l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 10 juillet. Mais vous allez le voir, tous les états d'urgence ne se valent pas d'un pays à l'autre. Il y a 2 jours, le président Emmanuel Macron a voulu jouer la carte de la fermeté. Écoutez. Et malheureusement, les mesures très restrictives que nous avons parfois dû prendre dans nos pays pour lutter contre le virus ont pu être utilisées pour, en quelque sorte, continuer de réduire l'état de droit par certains États membres. Là-dessus, nous n'aurons aucune complaisance et aucune mollesse. Oh là, à qui pense Emmanuel Macron? Qui est dans son viseur, Marie?
Est-ce que vous avez une petite idée en plateau? Oh, Philippe Dominati a dit oui de la tête, je crois. Oui, écoutez, moi je considère qu'effectivement cette situation a dérapé dans un certain nombre de domaines et que l'État est allé trop loin, ou les représentants de l'État, bien souvent, l'ont fait sans discernement. C'est lié au jacobinisme français. C'est lié à l'organisation de notre État qui est très jacobin. Et lorsqu'une décision part du sommet de la pyramide, elle est distillée. Alors on va empêcher les uns de fumer, les autres de boire, les troisièmes d'aller dans des parcs et jardins, etc. Et l'interprétation des mesures est scandaleuse. Alors certains veulent mettre des drones, d'autres veulent avoir véritablement un profil médical de l'usager. On recueille des données. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes à voir. Je ne parle même pas de la presse presque officielle que voulait établir le gouvernement en disant voilà les journaux qu'il faut lire et voilà les articles qu'il ne faut pas lire pour lutter contre les fake news. Je vous laisse la parole parce que je vois que vous voulez me poser une question. Non, elle va poursuivre. Oui, monsieur le sénateur, quand Emmanuel Macron, là en l'occurrence, parlait d'aucune complaisance et aucune mollesse, il s'adressait notamment à la Hongrie et au Premier ministre Viktor Orbán. Ce dernier a fait voter le 30 mars une loi d'état d'urgence dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, sauf que contrairement aux autres pays, cet état d'urgence, il a une durée illimitée. En gros, selon les dires du Premier ministre hongrois, cela durera le temps nécessaire de la crise. Cet état d'urgence, il confère les quasi-pleins pouvoirs à Viktor Orbán. Clairement, il a les coudées franches avec le rôle du Parlement réduit au strict minimum. Écoutez Gwendoline Delbos-Corfield, eurodéputée Les Verts. Mais Nous attendons de la Commission qu'elle puisse agir. La Commission dit que ses avis, ses experts juridiques lui disent qu'il n'y a pas suffisamment de base juridique pour attaquer aujourd'hui la Hongrie. Ça semble une position un peu timide, on va dire, parce que ça semble étonnant qu'on puisse décider qu'un gouvernement n'est pas obligé de revenir devant un Parlement, ce qui semble quand même être la base d'une démocratie. Alors la Commission européenne, elle attend de voir notamment les effets d'un décret spécifique aux journalistes ou à toute personne accusée de fabriquer des fake news, ce qui est alors passible de 2 à 5 ans d'emprisonnement, un moyen selon les journalistes et l'opposition de les museler et d'organiser une propagande d'État. La semaine dernière, par exemple, un citoyen hongrois a été inquiété car il avait posté sur Facebook une opinion qui n'allait pas dans le sens de l'exécutif. Alors avant de vous poser une dernière question, monsieur le sénateur, je voudrais tout de même dire qu'il y a eu 470 morts en Hongrie pour une population de 9,5 millions d'habitants. C'est peu comparé à notre pays, l'Italie ou la Belgique. Et voilà ma question, Philippe Dominati. Considérez-vous que la Hongrie, sous état d'urgence, est encore un état de droit ? Non, je pense qu'on a intérêt, et que le président de la République là a raison, que ce soit pour la Hongrie ou la Pologne ou un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe, d'être vigilants sur les libertés, sur le fonctionnement de la justice et sur les libertés individuelles. C'est un problème culturel. Et ça, effectivement, on en a besoin parce que c'est le ciment commun de l'Europe. Autrement, on n'a rien à faire ensemble dans l'Europe. Ce sont nos valeurs, ce sont les valeurs qui ont permis la construction européenne face à une menace à l'époque qui était le pacte de Varsovie et l'Union soviétique, et la Hongrie a payé son tribut, comme d'autres pays, démocratie populaire. Donc on a raison d'être vigilant. C'est pour cela que je reviens au début du débat. Je ne comprends pas qu'on veuille faire en même temps des élections sous l'état d'urgence en France, d'urgence sanitaire. Il faut être cohérent. Il faut dire on ouvre les cinémas, les théâtres, et on ouvre tout parce qu'on a repris la vie normale et on peut avoir une vie démocratique parce qu'on peut exprimer ses idées, mais on ne peut pas dire on va vous donner une date et vous n'avez pas le temps d'exprimer vos idées. Mais la France est-elle un exemple, Philippe Dominati ? On ne peut pas donner des leçons aux Hongrois, aux Polonais, et nous, agir comme nous voulons agir en France. Et nous, cet état d'urgence, nous le connaissons depuis 2015. On a eu un état d'urgence qui s'est largement prolongé après les attentats. Aujourd'hui, on a un état d'urgence sanitaire. Peut-être demain, un état d'urgence environnemental, climatique. On ne va pas vivre sous état d'urgence en permanence. Oui, chaque crise, mais d'ailleurs, on est toujours sous le plan Vigipirate depuis des années. Nos forces de l'ordre sont, je dirais, dans un régime de crise particulier. On a renforcé au moment des lois du terrorisme et de la menace terroriste un certain nombre de prérogatives, normalement à des services normalement spécialisés. Mais au fur et à mesure, on voit véritablement que cette période de confinement, quand même, a été une période particulière et
véritablement bien respecté par le peuple français dans son ensemble, mais il faudra même que ça étonnamment, s'arrête. mais à un moment donné, ça doit s'arrêter. Et les droits doivent reprendre, et si on dit certains droits doivent reprendre, eh bien c'est la totalité des droits. Et pour l'instant, il est prolongé jusqu'au 10 juillet, cet état d'urgence sanitaire. Merci. Oui, et puis il y a des excès. Les agents de l'État, très souvent, font des excès. Moi, je n'ai pas apprécié, par exemple, que le ministre de la Santé, je donne raison à Madame Hidalgo, sur les parcs. Dans le milieu urbain, dans une zone de 10 millions d'habitants, lorsque vous avez un parc qui est gardé, fermé, avec un gardien sur un parc public, que le ministre de la Santé, sans même écouter, sur 20% de la population, ou en tout cas dans le cœur de l'agglomération, disent circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas ça l'État. Cet état pour moi. d'urgence sanitaire pose décidément beaucoup de questions, vous l'aurez compris. Merci. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Philippe Dominati, dans ce club. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Ça a bien... C'est effectivement une autre méthode. C'est sympa, c'est une autre méthode. Ça fonctionne. Aujourd'hui, ça a fonctionné. On a eu de la chance. Il faut tourner la tête pour essayer de Merci vous apercevoir. en tout cas à tous. On apprend. Merci. La suite d'ALPL, c'est notre match des idées. Confrontation de points de vue ce soir entre Christian Saint-Etienne sur ce plateau et Elie Cohen, là aussi à distance. On va s'arrêter cette fois sur la polémique Renault. Selon le Canard enchaîné, le constructeur envisagerait de fermer des sites. Des fermetures qui se feraient dans le cadre d'un plan d'économie qui sera lui détaillé la semaine prochaine. Problème, Renault vient de bénéficier d'un prêt garanti par l'État à hauteur de 5 milliards d'euros. L'exécutif doit-il et peut-il empêcher ces fermetures? Faut-il demander plus de garanties aux entreprises aidées par les fonds publics? Eh bien, on va ouvrir cette discussion dans un instant après les explications d'Alizé Boissin. Des usines Renault menacées de fermeture. D'après les Échos et le Canard enchaîné, 4 sites sont concernés. Parmi eux, l'usine de Flins, qui produit la voiture Zoé, pourrait voir son activité transformée. Renault doit présenter les grandes lignes de son plan d'économie la semaine prochaine. Il met sur la sellette près d'1 millier de salariés. Dans l'hémicycle aujourd'hui, la classe politique a demandé au gouvernement, principal actionnaire du groupe, des explications. Pourriez-vous nous confirmer que l'État n'acceptera pas de Renault un plan de restructuration synonyme de désindustrialisation, mais appuiera et investira pour un plan de transformation assurant un véritable avenir industriel de long terme sur le cœur de métier de Renault, la construction automobile? Nous serons extrêmement attachés, intransigeants même, je dirais, à la préservation du site France. Je veux dire et rappeler et répondre à votre question en disant notre attachement au site de Flins, qui en effet représente quelque chose dans le fonctionnement de l'entreprise et qui doit, dans toute la mesure du possible, être préservé parce qu'il est, je l'ai dit, important, parce que nous sommes attachés au site France et parce qu'il y a une forme de responsabilité de l'entreprise à avancer, à se transformer, à expliquer le besoin de transformation, mais aussi à tenir compte des réalités du pays qui l'accueille et qui, d'une certaine façon, la fait vivre. Pour faire face à la crise du secteur automobile, l'État a accordé un prêt bancaire de 5 milliards d'euros à Renault. Pourtant, élus et syndicats restent inquiets. On ne peut pas mettre autant d'argent sur la table, activer, comme on dit, le chômage partiel, et puis maintenant que nous commençons le déconfinement, à prendre plans sociaux sur plans sociaux. Sinon, nous allons passer du chômage partiel au chômage de masse. Quand on veut redévelopper l'industrie, c'est impensable. Ce qu'a besoin Renault, c'est de reproduire des Renault en France et de retravailler sur l'emploi en France. Les syndicats doivent être reçus mardi prochain par la direction du groupe. Allons plus loin donc dans le match des idées. Avec nous ce soir, Christian Saint-Etienne sur ce plateau. Bienvenue, professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Et Elie Cohen à distance. Bienvenue, économiste et directeur de recherche au CNRS. On est ravis de vous retrouver même à distance. Vous avez d'ailleurs fait partie des économistes invités à l'Élysée la semaine dernière pour évoquer les conséquences économiques de cette crise avec Emmanuel Macron. Merci à tous les deux d'être avec nous. Christian Saint-Etienne, pour les gens qui nous regardent, c'est vrai que c'est compliqué de comprendre qu'une entreprise aidée par l'État, aidée par des fonds publics, ferme des sites. Est-ce que, sur un plan économique, sur un plan stratégique, c'est justifié? La difficulté, c'est qu'il y a deux horizons à prendre en compte. Le premier horizon, c'est celui de la crise et de la survie à la crise. Et il faut toujours dire aux auditeurs dans un pays qui a une petite tendance au complotisme et à la remise en cause de tous les systèmes, ce sont des prêts.
Ce ne sont pas des dons, hein, il faut toujours dire. Donc ce sont des prêts de trésorerie pour permettre à l'entreprise de passer la période de confinement et la sortie du confinement qui est assez difficile. Donc fallait-il aider Renault? Évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir un acteur industriel de cette puissance s'effondrer. La même chose pour Peugeot, Saint-Gobain et les autres groupes. Donc, à chaque fois, il s'agit de prêts ou d'aide au chômage partiel. Maintenant, il y a un problème stratégique. Renault est en difficulté depuis plusieurs années, même à la fin de la période Ghosn. Aujourd'hui, on a quand même l'impression d'un bateau ivre qui, sur le court terme, fait de l'optimisation de coûts, va faire de l'optimisation de systèmes industriels, des restructurations qui sont vraisemblablement justifiées. C'est des toutes petites unités qu'on ferme, on transforme l'activité d'une unité plus grande, mais ce sont des petites unités qu'on ferme, donc la restructuration n'est pas forcément stupide. En revanche, on ne voit pas d'État stratège. Quelle filière automobile veut-on en France à 10 ans? Quelle motorisation veut-on favoriser? Veut-on favoriser la filière de l'électrique avec des batteries qui viennent de Chine et qui sont produites en Chine avec de l'électricité au charbon et qui sont ensuite amenées avec des porte-conteneurs qui polluent massivement? Donc aider, oui, mais avec un plan, avec une stratégie. Avec une vision, et d'ailleurs intégrer Renault et Peugeot dans une vision globale. Par exemple, on pourrait imaginer de spécialiser, ou en tout cas d'essayer de construire un point fort sur l'hybride en France, et travailler sur des visions stratégiques. Ouais. Et c'est ça qui manque. Oui, en fait, je crois que les questions soulevées par Christian Saint-Etienne ont déjà trouvé des réponses. À terme, il a fait raison, ce sont les banques qui vont prêter, avec la garantie de l'État, 5 milliards d'euros à l'entreprise, parce que l'entreprise a simplement vu son activité s'effondrer. Au cours du mois dernier, l'entreprise a perdu 80% de son chiffre d'affaires. Et les prévisions pour l'ensemble de l'année, c'est une perte de chiffre d'affaires de 20 à 30%. Donc, quand vous n'avez plus de revenus, quand vous n'avez plus de recettes et que vos charges sont toujours là, si vous n'avez pas une aide en trésorerie, et là, encore une fois, ce sont des prêts bancaires garantis par l'État, c'est-à-dire si l'entreprise s'en tire, ça ne coûtera rien à l'État. Donc c'est tout à fait normal, et quand on regarde ce qui se passe partout dans le monde, même aux États-Unis, pendant la crise de 2008-2009, l'État fédéral américain est venu en aide au secteur automobile. Maintenant, pour ce qui est des perspectives de moyen long terme, tout dépend de ce que va être le rebond de l'industrie automobile. On sait que la filière diesel et la filière thermique est en crise, et l'État vient de parier sur le véhicule électrique, à la fois avec le plan batterie, le fameux Airbus des batteries. Il y a 5 milliards d'euros qui vont être investis pour créer une filière de batteries en France, en partenariat avec des industriels de la batterie, des industriels de l'automobile, en partenariat entre la France et l'Allemagne. Donc le choix qui a été fait, c'est l'électromobilité, c'est le passage progressif aux véhicules électriques, et l'État aide aux investissements dans cette filière. Et donc, ce qu'annonce Renault, c'est qu'à terme, c'est à Douai qu'il y aura la grande plateforme électrique du groupe, c'est-à-dire à la fois de Renault, de Mitsubishi et de Nissan. Donc voilà, la stratégie est dessinée. J'entends ce que vous me dites tous les deux, mais aucun d'entre vous ne me parle de garantie. Une aide de l'État, certes, mais en échange de garanties. Il y a eu des garanties sur les dividendes non versés, mais les garanties sur l'emploi, pas de garantie sur l'emploi. Alors quand même un point sur la stratégie. Effectivement, il y a une initiative franco-allemande sur les batteries, mais à 7 à 8 ans avant qu'on ait des capacités de production de batteries qui permettraient de développer une véritable filière de production de voitures électriques. Sur l'emploi maintenant. Entre-temps, mais c'est lié, parce que si les batteries sont faites en Chine, ça a un impact massif sur l'emploi, puisque la batterie représente 40% de la valeur ajoutée dans un véhicule électrique. Alors sur l'emploi, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a deux horizons. L'horizon de la trésorerie de court terme, à nouveau, c'est un prêt et si tout va bien, il sera remboursé. Je rappelle que dans la dernière crise de 2008, l'État français est un des seuls, fait partie des 3 seuls États au monde
qui n'avaient rien perdu sur leur banque en termes de prêts, puisque toutes les grandes banques françaises avaient remboursé, les deux autres États étant le Canada et l'Italie. Donc sur les prêts à court terme, ils sont absolument nécessaires pour garder ces acteurs. Alors, évidemment, ça peut choquer sur le court terme qu'il y ait une restructuration. Mais c'est pour cela que je vous ai dit qu'il fallait avoir une vision. Si, dans le même temps où on restructure des activités du passé... On offre des perspectives. On offre des perspectives. Oui, donc, il y a la plateforme de l'électrique, mais c'est une plateforme qui n'est pas suffisante pour maintenir l'emploi chez Renault. Alors, je débattais ce matin avec Philippe Martinez sur une autre chaîne. Je n'ai pas d'opposition frontale avec la demande de la CGT qui dit on a évacué tous les petits modèles vers la Turquie et le Maroc. Ça serait quand même pas idiot d'avoir des véhicules sur lesquels la marge est peut-être faible, mais ce qui permettent de faire du volume à la fois pour le constructeur et le sous-traitant. Et c'est là où on pourrait imaginer, dans une vision de filière, j'évoquais tout à l'heure l'hybride, on peut accélérer le travail sur l'électrique, mais on pourrait aussi réfléchir sur des usines du futur totalement robotisées et informatisées qui auraient un coût de production qui serait extrêmement proche des pays en voie de développement dans lesquels Renault a ses principaux outils industriels. On laisse répondre Élie Cohen et on passe au thème suivant. Oui, alors c'est effectivement la question des délocalisations des petites citadines qui, comme on vient de le dire, ont été... délocalisés à la fois en Turquie et au Maroc, il y a un vrai problème qui se pose, auquel Renault et Peugeot n'ont pas répondu correctement. Comment se fait-il que Toyota fabrique des petites citadines Yaris en France, apparemment avec les mêmes coûts, apparemment avec les mêmes réglementations, apparemment avec les mêmes marges aussi faibles, et pourquoi Renault et Peugeot n'y parviennent-ils pas? Donc il faudrait qu'ils nous expliquent davantage quel est le facteur qui explique les délocalisations françaises. Quand on regarde ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, il y a une vraie différence entre la France et l'Allemagne. Les entreprises françaises ont littéralement effondré leur production locale, ce que n'a pas fait l'Allemagne. Alors que les coûts salariaux sont comparables, les coûts réglementaires sont comparables, donc il faut qu'on comprenne mieux. Alors peut-être que Renault a fait état pendant un certain temps d'un différentiel de fiscalité. Ils ont insisté notamment sur la fiscalité de production, sur la taxe professionnelle, etc. Si c'est le cas, il faut en parler vraiment. Et d'ailleurs, le gouvernement a à son agenda une remise en cause des impôts de production qui, c'est vrai, pèsent plus lourdement en France qu'ils ne pèsent sur les entreprises allemandes. Donc il faut aller plus loin et envisager effectivement sérieusement de retrouver des capacités de production pour les petites citadines sur le territoire national. Messieurs, cette crise sanitaire a aussi évidemment un impact énorme sur les comptes de la sécurité sociale. A priori, pas de remboursement du trou de la Sécu avant 2033. Selon nos confrères des Échos et du journal Le Monde, l'exécutif va bientôt proposer aux partenaires sociaux deux projets de loi. L'un visant à transférer 136 milliards de cette dette sociale à la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, l'autre visant à affecter une partie de la CSG au financement de la dépendance. Tout cela est un petit peu technique, vous allez nous aider à y voir clair dans un instant. On va d'abord passer en salle des conférences où Tam Tranui a pu interviewer le sénateur René-Paul Savary, qui est vice-président de la Commission des affaires sociales. On les écoute et je vous fais réagir après. Quel en est l'objectif exactement? Est-ce que pour vous c'est une bonne solution? Écoutez, moi, je suis tout à fait dubitatif quant à ce type de cavalerie. La CADES devait s'éteindre en 2024 pour éteindre la dette sociale qui partait de 50 milliards d'euros. Maintenant, il y a une partie de la dette qui est encore portée par la COS, environ une bonne quarantaine de milliards d'euros, plus le déficit que l'on va connaître au niveau de la sécurité sociale est déjà affiché à 41 milliards d'euros aujourd'hui, mais tout n'a pas été encore entièrement chiffré puisque la crise n'est pas finie. On voit bien qu'on atteint des sommes considérables et quoi qu'il en coûte, il faudra à un moment faire en sorte de payer l'addition parce que la dette perpétuelle, c'est bien sur le papier, mais dans la réalité des faits, il ne faudrait pas qu'il y ait une hausse des taux d'intérêt parce que nous serions très mal là.
Élie Cohen, je vais peut-être commencer par vous. Le gouvernement va un peu vite en besogne? C'est-à-dire qu'il y a dans cette affaire les problèmes de principe et les problèmes d'opportunité politique. Les problèmes de principe, il n'y a pas de raison d'avoir un déficit permanent de l'assurance maladie, de l'assurance retraite, etc. Comment justifier que nos maladies d'aujourd'hui, nos soins d'aujourd'hui soient transférés aux générations futures? Quelle est la raison? Quelle est la justification? On voit bien qu'en situation de crise aiguë, comme ça a été le cas en 2008-2009, où aujourd'hui on peut accepter un déficit et faire jouer ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, ce qui accroît la charge de la dette. Mais par contre, en temps normal, pourquoi est-on en déficit permanent? Là, il y a un vrai problème. Il y a eu un manque de courage de la part des gouvernements qui se sont succédés depuis des décennies, quand ils n'ont pas voulu prendre à bras-le-corps ce problème de l'équilibre structurel des dépenses sociales. Maintenant, il y a les considérations d'opportunité politique. Lorsque vous empruntez à un taux d'intérêt proche de 0 et que les gens se bousculent pour acheter votre dette, il est bien difficile de dire que pour financer les déficits, vous allez recourir à l'augmentation d'impôts, ce qui serait en plus malvenu dans un contexte économique dépressif. Mais là, on a, je dirais, le résultat des lâchetés successives des 20 dernières années qui ont laissé s'accumuler des déficits et des dettes, et on savait bien qu'à un moment, ces dettes seraient transférées à la CADES. Simplement, la CADES devait-elle disparaître en 2024, comme ça a été dit, ou devait-elle être prolongée pour le financement de la dépendance, ou pour recueillir les nouvelles dettes et les nouvelles dépenses? Bon, eh ben on est à la totale maintenant, c'est-à-dire que la CADES va voir son encours de dette progresser considérablement, mais elle n'aura pas de mal à se financer sur les marchés. Christian Saint-Etienne. Alors, je suis favorable depuis très longtemps à un amendement constitutionnel qui interdise le déficit de la sécurité sociale et qui réduise le déficit permis aux collectivités locales par une règle d'or, sachant que l'État doit garder la fonction de stabilisation. Si on a une règle constitutionnelle interdisant le déficit de la Sécu, évidemment, il faut intégrer la possibilité de déroger en cas de crise comme celle que nous connaissons. Alors, sous cette réserve, je diffère du sénateur précédent et je pense que le transfert de ces sommes à la CADES... Alors, vous savez que vous ne le savez pas, je suis généralement très critique de ce gouvernement, mais sur cette décision, je pense qu'elle est bonne et que la CADES sert exactement à ça et que face à cette dette de la Sécu qui résulte d'un événement exceptionnel, je pense que c'est exactement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire transférer ces sommes à la CADES. Alors, je diffère pour deux raisons par rapport à ce qu'avait dit le sénateur tout à l'heure. René-Paul Savary. Voilà. La première raison, c'est qu'on ne met pas la dette sous le tapis puisqu'elle va à la CADES. Ça veut dire que la CADES va emprunter. En plus, ce n'est pas perpétuel, puisque normalement, c'est en gros, ça sera remboursé en une douzaine d'années, ce qui est judicieux. On emprunte à des taux zéro, ce qui fait que c'est assez optimal. Et je ne vois pas de difficulté à ce qu'on utilise la CADES dans ce cas-là. Je pense même qu'on devrait réfléchir à une création d'une CADES bis pour réduire la dette de l'État, puisqu'on va sortir de l'année 2020 avec une dette publique à 117 points de PIB, on sera à 125 fin 2021, on se rapproche dangereusement de la situation italienne d'aujourd'hui, sachant que les Italiens vont dériver à 150, 160. Je ne serais pas totalement opposé à ce que le surplus de dette publique de 20 points pour l'État, en dehors de ce qu'on bascule sur la CADES, soit transféré à une caisse d'amortissement sur 20 ans qui emprunterait à quasiment taux zéro sur 20 ans, de telle sorte qu'on ramène la dette de l'État hors ces instruments de long terme en dessous de 100 points de PIB. Je pense que ça serait de nature à rassurer nos créanciers, les créanciers de la France. Cette idée de CADES bis, ça fait sourire Élie Cohen. Alors je vous laisse réagir en une minute et on passe au thème suivant. Non, ça me fait sourire parce que d'ores et déjà, l'État, pour financer ses déficits, emprunte sur les marchés. Donc je ne vois pas à quoi ça sert de constituer une deuxième caisse. La dette de l'État français a une excellente signature. Elle se place sans difficulté
Aujourd'hui, encore une fois, à chaque fois que l'État français lance une OAT, un appel d'offres, les gens se bousculent pour nous financer à zéro. Donc, il n'y a pas de problème. Si l'État, demain, redevient plus pécunieux et se donne l'objectif de réduire par palier le niveau de notre dette, rien ne l'en empêchera. Je voudrais maintenant votre avis. Sur ce point, on est d'accord que sur le coût de financement, ça ne change rien, mais ça change énormément sur la présentation de nos finances publiques sur le moyen terme, puisque ça donne un horizon d'extinction de la somme qui est transférée dans cette caisse bis, que je financerai d'ailleurs par une augmentation de la CSG. Donc l'objectif étant qu'on amortisse réellement sur 15 ans ou 20 ans cette somme supplémentaire, et de telle sorte qu'en termes d'affichage, on puisse dire que la dette hors caisse de stabilisation est inférieure à 100 points de PIB. L'objectif d'ailleurs étant de redescendre le plus vite possible en dessous de 90, c'est un sujet technique. Christian Saint-Etienne sait parfaitement que nous avons déjà pris des engagements au niveau européen. Nous devons réduire par palier, c'est le Fiscal Compact de 2012, nous devons réduire par palier notre dette de 100% à 60%. Et vu que c'est un sujet un peu technique, je voudrais qu'on passe au troisième thème, messieurs. Merci. Je voudrais maintenant votre avis sur ce plan de relance européen proposé par le couple franco-allemand. On l'a évoqué hier soir sous l'angle plutôt géopolitique. Maintenant, je voudrais votre regard d'économiste. On va juste réécouter un instant Emmanuel Macron qui a expliqué les choses lundi soir. Ce que nous proposons ensemble, Allemagne-France, aux 27 pays membres, c'est d'une part de décider, tous ensemble, d'aller lever une dette commune sur les marchés et d'utiliser ces 500 milliards d'euros, dette qui aura vocation à être remboursée, comme l'a rappelé Madame la Chancelière, de l'utiliser pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique et les régions les plus impactées par cette crise. Et donc d'accepter de vrais transferts, une vraie stratégie commune pour compléter notre budget européen. Et parce qu'il nous reste assez peu de temps, je voudrais une réponse assez brève. Est-ce que c'est une bonne idée, ce plan? Est-ce que ça va dans la bonne direction pour les pays qui ont terriblement souffert de la crise? Et tout dépend d'abord de la confirmation du plan. Bien sûr. Est-ce qu'il sera confirmé à 500 milliards ou à moins? Bon, il y a des premiers bruits positifs, mais c'est loin d'être terminé. Le deuxième élément, qui sera certainement en fait au cœur de la négociation sur la somme, peut-être qu'on gardera 500 milliards, mais en réalité, c'est les modalités qui feront l'objet d'une négociation très dure. C'est quelle est la partie de ces 500 milliards qui est attribuée autrement qu'en fonction du poids relatif de chaque pays dans le PIB de l'Union européenne. C'est-à-dire... Ce ne serait pas en fonction de la détresse économique du pays? Vous n'y croyez pas? C'est ce qu'a annoncé le président, mais si vous connaissez bien les Finlandais, les Néerlandais, les Baltes, ils vont se battre sou à sou pour s'assurer que la redistribution effective du nord vers le sud soit infiniment plus faible que le chiffre global annoncé. Moi, je ne serais pas surpris si les transferts effectifs nets, in fine, soient inférieurs à 100 milliards, même si on a un affichage à 500. Vous partagez ces doutes, ces réserves, Eli Cohen? Écoutez, malgré tout, si les 27 pays européens acceptent le projet franco-allemand, ce sera malgré tout une avancée importante. Pourquoi? Parce que ça sera pour la première fois qu'on lèvera une dette aussi importante, 500 milliards, au niveau de la communauté. Et surtout, ces 500 milliards seront redistribués aux secteurs et aux régions en difficulté, non pas en fonction du poids de chaque pays, mais au niveau des réelles difficultés rencontrées. Ça veut dire qu'il y aura à cette occasion un mécanisme de redistribution des pays qui ont été relativement épargnés au profit des pays les plus en difficulté. Et surtout, cette redistribution se fera sous forme de subventions et non pas de prêts. C'est-à-dire qu'on ne va pas alourdir la dette italienne avec une part de dette européenne affectée à l'Italie. On aura véritablement des transferts dans le cadre d'un processus budgétaire. Et ça, ce serait une avancée intéressante. Mais encore une fois, Christian Saint-Etienne a raison, il faut que le plan soit adopté dans sa forme actuelle, parce que si c'est moins de 500 milliards, s'il y a une partie crédit et une partie subvention,
Si on continue à faire attention aux clés de répartition, alors ça sera un coup pour rien. Et il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on les prenne pour évoquer le sujet qui revient en boucle ces derniers jours, ces dernières semaines. Vu le contexte, vu la crise économique et sociale qui se profile, faut-il, oui ou non, rétablir l'ISF? Pour Esther Duflo, prix Nobel d'économie, c'est oui, écoutez sur RTL. Mon opinion sur l'ISF, c'est qu'il n'aurait jamais dû être aboli. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait effectivement qu'il soit rétabli. Et qu'on peut même penser à le penser comme un impôt sur la richesse qui serve pas seulement dans un élan de grande générosité les plus riches vers les plus pauvres, mais simplement de manière tout à fait pragmatique. Les revenus des grandes richesses ne sont pas imposés comme les revenus des salaires. L'impôt sur la richesse est un impôt qui est raisonnable, pas du tout extrême ou radical, qui est un impôt qu'on devrait avoir, qu'on avait et que je pense que ce serait une bonne occasion de rétablir. En gros, pas de tabou sur l'impôt sur la richesse. Qu'en pensez-vous, Christian Saint-Etienne? D'abord, je ne peux pas ne pas dire que Esther Duflo vit aux États-Unis, où il n'y a pas d'ISF, et où, à l'intérieur du Parti démocrate, le candidat qui proposait de taxer les riches a été battu à l'intérieur du Parti démocrate, et qui plus est, aux États-Unis, quand on parle d'ISF, c'est au-delà de 30 millions de dollars, alors qu'en France, ça commence à 800 000 euros. Si on parlait d'un ISF au-delà de 3, 5 ou 10 millions d'euros, c'est pas pareil qu'à partir de 800 000. Donc c'est un premier point. Le deuxième, c'est que quand on taxe les riches, c'est un combat que je mène depuis longtemps, je ne suis pas contre le fait de taxer les riches, mais il faut faire en sorte qu'ils restent plutôt que de partir. Et donc c'est pour ça que j'ai ma propre proposition depuis 2 ou 3 ans, qui est de créer ce que j'appelle un impôt Gini. Vous savez qu'il y a un coefficient Gini qui mesure les inégalités entre les quartiles dans une distribution de revenus, ou même les centiles. Et quand vous regardez cet impôt que je propose, l'idée est assez simple. Il nous reste 2 minutes. Elle serait, et je le dis en 15 secondes, l'idée, ça serait de frapper les très hauts revenus. Donc, très simplement, par exemple, le fisc vous envoie tous les ans au mois d'août une fiche qui récapitule vos revenus, et il y a une ligne qui s'appelle revenu de référence et qui comprend l'intégralité de tous les revenus que vous avez touchés. Je prendrai ce revenu de référence et je dirais très simplement, au-delà de 100 000 euros, c'est 1% d'impôt Gini, au-delà de 200 000, 2%, au-delà de 300 000, 3%. Et je pense que cet impôt Gini rapporterait autant que l'ISF, mais il a la particularité de ne pas faire fuir les riches. Et donc ça, je pense que c'est beaucoup plus intelligent. Je supprimerais même l'IFI, parce que l'immobilier, c'est 10% de l'économie. Voilà, taxer les riches, c'est bien, mais il faut qu'ils restent, parce que s'ils partent, ça ne sert à rien. Élie Cohen, je vous laisse finir et donc conclure, puisqu'il nous reste très peu de temps. Écoutez, Esther Duflo est une remarquable chercheuse qui a fait une vraie percée en matière d'économie du développement. Je ne connais pas ses travaux sur la fiscalité, je crois qu'elle n'en a pas fait. D'ailleurs, elle dit que c'est une opinion. Elle dit qu'elle a toujours été hostile à l'ISF et qu'elle continue... Pardon, elle a toujours été favorable à l'ISF. Elle a été hostile à la suppression de l'ISF et elle veut le rétablir. C'est son opinion, elle a parfaitement le droit. Il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites sur les effets totalement inadaptés de l'ancien ISF tel qu'il était pratiqué. Il y a des tas de travaux empiriques qui ont montré qu'il pouvait y avoir des situations de taxation de 100% des revenus du capital, et donc ce n'est clairement pas une incitation à investir dans les entreprises en France et plus généralement d'investir dans le système productif. Donc ceci étant, rapidement, nous allons sortir, en un mot, nous allons sortir d'une longue crise après avoir creusé massivement nos déficits et notre dette. Il faudra bien trouver un moyen de combler les trous qui ont été créés de manière appropriée et judicieuse compte tenu de la crise, mais il faudra bien qu'on trouve des dispositifs financiers de sortie de crise. Et je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce match des idées. Je vais conclure très rapidement, juste pour vous dire qu'on se retrouve en direct lundi à 18h. Vous retrouverez aussi Bonjour chez vous. Alexandre Poussard recevra Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Merci, bonne soirée.